Je me tenais devant le miroir, un petit pinceau tremblant à la main, tandis que le rouge à lèvres de ma sœur Léa reposait sur le comptoir, d'un rose poudré délicat, une teinte qui, selon elle, n'était réservée qu'aux filles qui comptaient vraiment, et je voulais juste voir ce que cela faisait de paraître normal, pas forcément belle, mais juste de ne plus être invisible, quand soudain la porte s'est ouverte si violemment que le miroir en a tremblé et la voix de maman a déchiré les rangs. Demandant à qui était ce maquillage, alors je me suis figé en bégayant que je l'avais juste emprunté et que j'allais le rendre, mais elle a traversé la pièce en deux enjambées avec ses yeux acérés, ceux qui ne s'adoucissaient jamais, en me demandant si je pensais pouvoir voler ce qui ne m'appartenait pas pour devenir comme elle désignant ma sœur Léa, la fille parfaite, celle qui avait droit à la jolie vaisselle, aux vêtements neufs et aux compliments qui ouvraient et fermaient chaque repas. Apos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires des Apos, où vous regardez cette vidéo. Je ne volais pas, ai-je murmuré, et elle s'est détournée un instant, me laissant croire que cela passerait ou qu'elle se contenterait de me gronder, mais elle a ouvert le placard et en a sorti le tuteur en métal que papa utilisait pour redresser les plants de tomates au jardin, puis elle m'a ordonné froidement d'avancer ma jambe alors que je reculais jusqu'à ce que mes mollets heurtent la commode en l'appelant maman, mais sa voix n'est pas montée d'un ton, ce qui était pire, et elle m'a demandé si je voulais vraiment ressembler à Léa avant de me dire que j'allais me souvenir de ce qui arrive quand on essaie, et le premier coup est tombé avant que je ne puisse parler, une douleur brûlante déchirant mon tibia, me coupant le souffle alors que j'essayais de bouger mais le deuxième coup est arrivé plus vite, puis le troisième, mes genoux ont lâché et je suis tombé lourdement tandis que la tige métallique cliquetait au sol à côté de moi, et c'est là que Léa est apparue sur le pas de la porte, une serviette autour de ses cheveux, demandant ce que maman faisait non pas avec panique mais avec dégoût en disant que j'étais une vraie reine du drame. Alors je suis resté là à trembler, les larmes brouillant tout, suppliant d'arrêter d'une voix trop faible pour être entendue, mais maman s'est penchée, son souffle près de mon oreille, en me disant calmement et froidement que je m'en souviendrais à chaque fois que je marcherais, puis elle s'est relevée, a tendu le tuteur à Léa comme si de rien n'était et est sortie, tandis que Léa le jetait au sol en me traitant de pitoyable avant de laisser la porte grande ouverte. La douleur pulsait dans mes jambes, profonde et sourde, cette sensation de rampement sous la peau, et chaque pas me semblait être un brasier. Mais des heures plus tard, j'ai boité jusqu'à l'extérieur où l'air du soir sentait la pluie et la rouille, les lumières des voisins étaient allumées et des rires s'échappaient de la maison d'à côté, me faisant imaginer une seconde que je pourrais frapper et demander de l'aide, mais qui m'aurait cru alors que tout le monde pensait que ma mère était douce, polie et généreuse, et j'avais atteint la grille avant qu'elle ne m'appelle de la fenêtre pour me dire que si je franchissais cette porte, je ne devais pas revenir en pleurant quand je ne saurais pas gérer la vie, sa silhouette dans la lumière paraissant presque paisible, mais je n'ai pas répondu et j'ai continué à marcher, un pas irrégulier après l'autre, la route devenant floue à mesure que la douleur montait, jusqu'à atteindre le petit parc à 2 rues de là pour m'asseoir sur un banc froid. Avec mes mains sentant encore la poudre et le métal, regardant une petite fille faire de la balançoire pendant que sa mère la poussait doucement en souriant, et le son de ce rire d'enfant a provoqué une douleur profonde dans ma poitrine, pas de la jalousie mais une immense nostalgie, alors quand elles sont parties, j'ai touché la terre sous le banc, froide contre mes paumes, et j'ai murmuré que tu t'en souviendras aussi maman, parce que je le ferai, chaque boitement, chaque courbature, chaque nuit où je fermerai les yeux en entendant cette voix calme me dire que je m'en souviendrai, car ce n'était pas seulement de la douleur qu'elle m'avait donnée, c'était une preuve, la preuve qu'elle me briserait pour protéger sa préférée, la preuve que je n'étais pas de la famille mais juste un rappel de ce qu'elle ne voulait pas voir. Je suis resté dans ce parc jusqu'à ce que les lampadaires vacillent et s'éteignent, puis je suis rentré en boitant, lentement, silencieusement, non pas parce que je lui pardonnais mais parce que je voulais qu'elle me voie franchir cette porte à nouveau, et ses yeux se sont agrandis quand elle m'a vu debout là, couverte de terre, le visage gonflé mais indomptable, et quand elle m'a dit que j'aurais dû rester dehors en croisant les bras, je n'ai pas scié et j'ai répondu doucement qu'elle m'avait dit de me souvenir et que je le ferais, ce qui a fait briller une incertitude, peut-être de la peur, dans son regard avant qu'elle ne se détourne, et cette nuit-là, allongé dans mon lit avec mes jambes lançant sous la couverture en fixant le ventilateur au plafond, chaque tour murmurait une promesse dans ma tête qu'un jour elle aussi s'en souviendrait, et alors que la maison devenait silencieuse, j'ai réalisé que je n'étais plus celle qui était brisée, c'était elle, elle ne le savait juste pas encore. Je me suis réveillé tard le lendemain matin, mes jambes raides et enflées, chaque mouvement envoyant une piqûre dans ma colonne vertébrale, tandis que la chambre sentait la poussière et la colère et que la voix de maman dérivait depuis la cuisine, calme et presque joyeuse comme si de rien n'était, une normalité qui me donnait le vertige, alors je me suis assise lentement, la couverture collant à ma peau, en écoutant les rires et la vaisselle s'entrechoquer comme si la vie continuait sans moi et que ma douleur n'avait jamais existé, et quand j'ai traîné la jambe jusqu'au salon, maman n'a même pas levé les yeux en me disant que si je comptais bouder, je devais le faire en silence,
mais ma gorge s'est serrée et j'ai dit que ma jambe était peut-être fracturée, ce à quoi elle a répondu en continuant de couper ses légumes qu'il fallait arrêter d'emprunter des choses qui ne m'appartenaient pas, tandis que Léa ajoutait d'une voix douce mais acérée que je ne devais pas jouer les victimés. Que je faisais toujours passer maman pour la méchante pour obtenir de la pitié, et en les regardant toutes les deux avec leur visage calme, j'ai réalisé que dans cette maison, la souffrance était un divertissement. Ce soir-là, papa est rentré du travail et j'ai cru qu'il remarquerait mon boitement, mais il a juste froncé les sourcils en me demandant ce que j'avais encore fait, et quand j'ai dit en tremblant que maman m'avait frappé, il n'a même pas scié, affirmant que je l'avais sûrement mérité et qu'il ne fallait pas la mettre en colère avant de s'asseoir pour manger pendant que je restais près du comptoir, le corps douloureux et l'esprit vide, apprenant alors que la douleur était inutile ici car elle. Ne les touchez pas, ne les humiliez pas et ne comptez pas, alors j'ai arrêté d'essayer d'être vu et les jours se sont confondus, je travaillais silencieusement, nettoyais les sols, faisais la lessive et cuisinais quand on me le demandait, chaque pas me rappelant ces mots sur le souvenir, mais ce n'était plus par peur, c'était par clarté d'esprit. Un après-midi, alors qu'ils étaient partis pour l'anniversaire d'une amie de Léa, je me suis assise seule dans la cuisine en fixant le tuteur métallique qu'elle avait utilisé, appuyé contre le mur avec de légères marques sur le métal, et en passant mes doigts sur le froid de l'acier, j'ai pensé à la facilité avec laquelle il avait volé ma dignité, mais quelque chose en moi avait changé et ce boitement me rappelait maintenant que je pouvais survivre à tout, cette réalisation n'était pas une guérison mais une armure, et cette semaine-là, j'ai trouvé un petit boulot dans une friperie à l'autre bout de la ville sans le dire à personne, cachant chaque pièce gagnée dans l'ourlet de ma tête d'oreiller, et quand maman a remarqué mon silence inhabituel en me demandant ce que je complotais, j'ai juste répondu que je me souvenais, ce qui l'a fait froncer les sourcils sans insister, et le temps que les marques bleues s'effacent, j'avais assez économisé pour partir, regardant chaque soir par la fenêtre leur rire éclatait au salon alors que Léa essayait des robes sous les compliments de maman et les hochements de tête fiers de papa, une perfection apparente qui n'était que de la cruauté déguisée. Jusqu'au soir où j'ai surpris maman dire à Léa qu'elle avait hâte que je parte enfin car j'étais une malédiction pour cette maison, et leur rire m'ont fait serrer le rebord de la fenêtre à m'en blanchir les articulations. Cette nuit-là, j'ai fait mon sac en silence, quelques vêtements, un livre et mon oreiller rempli de pièces, car je ne m'enfuyais pas, je partais avec un but, mais avant de franchir le seuil, je suis allé au placard du couloir et j'ai pris le tuteur, non par vengeance mais comme un rappel, je l'ai tordu de tout mon poids jusqu'à ce qu'il soit déformé et inutile avant de le glisser sous leur lit pour qu'ils ne sachent jamais pourquoi il ne rentrait plus dans les trous du jardin, mais pour que chaque fois que maman le verrait, elle se souvienne du jour où elle l'a utilisé et ressente peut-être ce malaise qu'elle m'avait infligé, puis je suis sorti tranquillement, le pas claudiquant mais assuré et le cœur déterminé, sans regarder en arrière une seule fois. Je suis parti avant l'aube dans une rue silencieuse, ce genre de silence qui bourdonne quand on fait quelque chose d'irréversible, mon sac était léger et mon corps lourd, mais j'ai marché jusqu'à ce que la maison disparaisse. Mon boitement était pire ce matin-là mais cela n'avait plus d'importance car cette douleur appartenait désormais à quelqu'un d'autre que j'avais déjà enterré, et la propriétaire de la friperie, une femme aux cheveux gris nommée Madame Chantal, l'a remarqué immédiatement. En me disant que je semblais porter un poids qui n'était pas le mien, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un me regardait sans voir un problème à régler mais juste une personne essayant de rester debout. Elle m'a laissé loger dans la petite réserve derrière la boutique où je pliais des vêtements, réparais des coutures et balayais les sols dans cette odeur de vieux tissus et de poussière qui m'était étrangement réconfortante, comme des histoires oubliées, et elle me payait en espèces chaque vendredi sans que je n'ai jamais à expliquer pourquoi j'économisais car la liberté n'a pas besoin d'explication, et les mois ont passé, mes jambes ont guéri maladroitement me laissant ce léger boitement qui faisait mal les nuits de pluie mais que je ne détestais plus car il me rappelait le jour où j'avais arrêté de quémander un amour qui me coûtait tout, puis un après-midi, Madame Chantal est arrivée avec un journal en me disant qu'il cherchait de l'aide au centre social du quartier pour enseigner la couture et la lecture, et quand j'ai hésité en disant que je ne savais pas si je pouvais enseigner, elle a souri en disant qu'il suffisait parfois d'être là. Le premier jour au centre, des enfants étaient assis par terre en riant et en se chamaillant bruyamment, d'une manière que ma maison n'avait jamais connue, et une petite fille a tiré sur ma manche pour me demander si ça avait fait mal quand j'étais tombé en pointant ma jambe, disant que je marchais comme sa grand-mère et que c'était sa marche de super-héroïne, ce qui m'a fait sourire pour de vrai, d'un sourire qui ne semblait pas emprunté, et chaque après-midi je restais plus longtemps à lire des histoires et à aider pour les devoirs, la douleur à ma jambe ne disparaissant pas mais cessant d'être la première chose que je remarquais, jusqu'au soir où, alors que je fermais, la porte du centre a grincé et cette voix que je pensais avoir effacée a rampé jusqu'à moi en m'appelant Élodie. Maman se tenait là, plus mince, pâle, avec des mèches grises qu'elle n'avait pas avant, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue, me disant que j'étais difficile à trouver alors que je n'avais pas bougé mais qu'elle n'avait juste pas regardé avant, et elle a expiré d'une voix tremblante en m'apprenant que papa était parti,
que Léa avait déménagé dans une autre ville et que la maison était devenue trop silencieuse, mais je n'ai ressenti aucune sympathie et quand elle a commencé à dire qu'elle n'aurait pas dû faire ça cette nuit-là avec le tuteur, je l'ai coupée doucement en lui disant de ne pas finir sa phrase car elle ne le disait que pour se sentir plus légère, ce qui l'a fait pleurer en me demandant si je la détestais. Je l'ai regardée vraiment et j'ai réalisé que je ne la détestais pas car la haine demande une énergie qu'elle m'avait déjà trop prise, alors j'ai dit calmement que je ne la détestais pas mais que je n'avais juste plus besoin d'elle. Ses lèvres ont tremblé en disant que je ressemblais à mon père et j'ai répondu que peut-être, mais que je ne ressemblerais jamais à elle, et quand elle s'est approchée en me suppliant de revenir parce que ce n'était plus pareil sans moi, j'ai ri d'un rire bref mais tranchant en lui demandant si elle parlait de cet endroit où elle m'avait fait saigner pour un rouge à lèvres, et devant son visage décomposé et ses excuses inutiles affirmant qu'elle était en colère et qu'elle ne le pensait pas, j'ai maintenu ma voix ferme en disant que si, elle l'avait toujours pensé, mais que la différence était que maintenant je m'en souvenais sans douleur. Elle a couvert sa bouche en sanglotant doucement, un son qui aurait dû me briser mais qui me paraissait creux, alors j'ai ramassé mon sac et je suis passé devant elle vers la porte, et quand elle a tendu la main instinctivement, je me suis écarté en lui disant calmement qu'elle s'en souviendrait aussi, ce qui lui a coupé le souffle car elle a reconnu ses propres mots, et je l'ai laissée là dans le même silence où elle m'avait autrefois abandonné, pour sortir sous un ciel de soirée orangeou. Des enfants couraient en riant, ce genre de rire qui ressemble au pardon non pas parce qu'on le mérite mais parce que la vie continue. Cette nuit-là, je suis retourné à la boutique avec Madame Chantal, et quand elle m'a dit que je semblais plus légère en me tendant une tasse de thé, j'ai souri en réalisant que j'avais enfin arrêté de me souvenir de la façon dont ma mère le voulait, car certains souvenirs ne valent pas l'espace qu'ils occupent, et en regardant par la fenêtre l'ombre de mon boitement s'étirer sur le sol, j'ai compris que ce n'était plus un défaut mais ma preuve, la preuve que j'avais survécu à ceux qui voulaient m'apprendre la douleur pour en faire une force qu'ils ne comprendraient jamais, et le lendemain matin en retournant au centre social, la même petite fille a couru vers moi en riant que je marchais encore comme une héroïne, et cette fois je ne l'ai pas corrigée, j'ai juste souri en disant que oui, c'était vrai, parce qu'entre le tuteur, le boitement et le silence, j'avais enfin appris à me tenir debout.